Marissa, c'est quoi un parent toxique? C'est un commentaire que j'ai eu sous l'une des vidéos que j'ai eu à publier en décembre dernier, décembre 2023. C'est une question assez simple. C'est quoi un parent toxique? Une question très simple qui m'a presque émue. Et ce n'est pas dérisoire en fait. C'est tellement simple qu'elle m'a émue. Bon, peut-être que j'étais assez sensible à ces moments-là, parce que c'est une question simple qui revient aux fondamentaux. Marissa, c'est quoi un parent toxique? Ce qu'il faut savoir, c'est que ma première rencontre avec l'expression parent toxique vient de ce livre que je présente à l'écran et que je vous conseille, que je vous invite fortement à vous procurer. C'est un livre que j'ai eu à me procurer lors de mon cheminement de travail personnel, etc. Et c'est un livre très fort. Et à plusieurs reprises, je vous avoue avoir voulu vomir, parce que c'est un livre très fort, très profond, qui nous pousse en fait à considérer nos parents comme des adultes avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec leur démonstration d'amour propre, vraiment à considérer nos parents comme des adultes qui ont fait de leur mieux. Vous voyez, lorsqu'on est enfant, eh ben, la hauteur émotionnelle et psychologique de l'enfant ne permet pas, en fait, à l'enfant de voir le parent comme un dieu, autre chose que comme un dieu. Du coup, l'enfant, après peut-être que les puristes diront: «Mais Marissa, sacrilège, comment ça le parent, c'est le dieu de l'enfant?» Si, pourtant, même dans certaines traditions africaines, on dit que le parent, c'est ton dieu, la mère, c'est ton dieu. Mais en fait, c'est démontré psychologiquement, c'est démontré par les neurosciences. L'enfant considère son parent comme un dieu. Donc, cette posture, quelque part, d'enfant à parent, qui est déifiée, si cette posture n'est pas, n'est-ce pas, conscientisée et recadrée, mais il y a beaucoup de comportements mal adaptatifs, n'est-ce pas, qui peuvent demeurer dans le temps parce que notre schéma familial, notre cellule familiale, c'est la première cellule, c'est le premier environnement avec lequel nous sommes en contact lorsque nous venons au monde. C'est dans ce premier environnement que nous aurons notre éducation, que nous pourrons apprendre à interpréter le monde. Et c'est aussi malheureusement dans cet environnement que, on va dire, des pensées limitantes peuvent être imprimées en nous. C'est pourquoi il est vraiment important d'avoir une lecture lucide, n'est-ce pas, sur les rapports que nous avons avec nos parents. Non pas dans le sens maintenant de se présenter tout puissant par rapport à eux. D'abord, on les voyait comme des dieux. Maintenant, c'est nous qui devenons des dieux devant eux. Absolument pas. Ce n'est pas là, en fait, la démarche de cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous inviter à déjà reconnaître si oui ou non, malheureusement, vous avez eu des parents toxiques, et comment, vous en défaire simplement. Et pour cela, je vais vous présenter, 3 axes. Le premier axe, c'est déjà identifier les émotions par lesquelles vous êtes passé en fait, lorsque vous étiez plus jeune, et par la suite, identifier, ces mots-là, ces comportements que des parents, toxiques, auraient pu, avoir, à votre rencontre, et qui pourraient justement vous aider à vous identifier et à reconnaître, n'est-ce pas, avec la force qui sera la vôtre, que si oui ou non vous avez eu une éducation toxique. Parent toxique, c'est pas forcément maman toxique, papa toxique, ça peut aussi être la grand-mère toxique, ça peut aussi être la grande sœur toxique, la cousine toxique, la tante toxique, parce que souvent il y a des tantes qui font vivre des misères aux neveux sans que les parents ne soient au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne vous méprenez pas. Du coup, commençons. Qu'est-ce que vous ressentiez le plus souvent lorsque vous étiez enfant? C'est un exercice qui peut être délicat et difficile parce que beaucoup de personnes, pour des raisons qui leur sont propres, oublient, en fait, ont oublié leur enfance ou alors ont du mal à retourner dans l'enfance, et c'est même là l'indicateur qu'il y a quelque chose à travailler parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain, n'est-ce pas, d'oublier ses souvenirs d'enfance. Ce n'est pas sain d'avoir du mal à se reconnecter à ses sentiments d'enfance parce que c'est la démonstration qu'il y a quelque chose qu'on veut fuir, en fait. Parce que là, c'est un mécanisme du cerveau à effacer, à occulter une partie qu'il n'a pas su gérer, à occulter une partie qui était difficile, en fait, à traiter, et donc c'est vraiment là l'indication si oui ou non vous avez, eu, une enfance assez difficile. Si déjà vous n'avez pas accès à vos propres émotions, de votre enfance, vous n'avez pas accès à vos propres souvenirs d'enfance, c'est déjà l'indicateur de beaucoup de choses. Donc, le premier, la première émotion, le premier sentiment que j'ai noté pour démontrer d'une, éducation qui a pu être toxique pour vous, je vais utiliser le conditionnel pour vraiment, parler avec les pincettes, parce que ça reste un sujet assez délicat, et ben, c'est le sentiment d'impuissance et de tristesse.
très jeune, très tôt, vous vous êtes senti impuissant et très triste. Impuissant, heu, triste, vous très tôt, on vous a exposé à des événements assez durs de la vie, soit parce que, bah, les gens autour de vous, n'ont pas su gérer les choses ou alors parce que, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Souvent des enfants très jeunes qui passent par des moments très, très difficiles et malheureusement, ça n'a pas été rattrapé derrière. Il y a pas eu un suivi derrière, il y a pas eu un accompagnement derrière et donc il y a ce sentiment d'impuissance et de tristesse qui n'est pas toujours, identifié. Après, il y a des enfants qui sont congénitalement tristes, mais il y a des enfants qui sont tristes parce que il y a des choses en eux qui ne savent pas, en fait, interpréter et malheureusement, autour d'eux, il y a pas d'adultes qui puissent les accompagner dans ce sens. Ensuite, nous avons le sentiment de ne pas être écouté et de ne pas être encouragé. Le sentiment que ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on veut n'a pas d'importance, voilà. C'est ce que l'adulte a décidé pour nous qui a de l'importance, c'est ce que l'adulte a pensé pour nous, a conçu pour nous, qui est plus important que ce qu'on désire du plus profond de nos cœurs. Vous voyez, avec cette posture-là, on apprend très vite que notre voix ne compte pas, que nos besoins ne comptent pas, que nos envies ne comptent pas, que nos peurs même ne comptent pas, que nos joies ne comptent pas. Non, ce qui compte, c'est l'ordre établi par le parent, n'est-ce pas, qui fait sa loi. Donc, vous n'êtes pas senti écouté, vous n'êtes pas senti encouragé, même lorsque vous faisiez des exploits, même lorsque c'était difficile pour vous, ben, c'était jamais assez, en fait. Vous n'avez pas forcément eu ce sentiment de reconnaissance, de valorisation de soi. Ça peut être la démonstration d'une éducation qui a pu être toxique. Ensuite, nous avons le fait de ne pas se sentir assez aimé, mais tout le temps de se faire blâmer, 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 blâmer. Après, il y a des parents, malheureusement, parce que eux-mêmes, en tant que parents, vivent des situations assez difficiles. Ce sont des parents qui sont stressés par le boulot, par l'entourage, par la situation financière et sociale de la famille, etc., que souvent, ils ont du mal à contenir en fait leurs émotions devant les enfants. Donc, il suffit que l'enfant fasse une petite caprice, il suffit que l'enfant se plaigne un peu ou bien présente, on va dire, une petite doléance, ben, c'est assez pour que le parent s'enflamme. Voilà. Donc, le parent tout le temps blâme l'enfant et l'enfant, comme ça, malheureusement, avec la hauteur, n'est-ce pas, psychologique qui est la sienne, ne peut pas interpréter que, ah, en fait, là, papa me blâme parce qu'il est stressé. Papa me blâme parce que, je sais pas moi, il est fauché. Papa me blâme parce que ceci, cela. Non, l'enfant, lui, ce qu'il voit juste, c'est quoi? C'est que papa me blâme, point à la ligne. C'est pourquoi, ces histoires de se sentir aimé ou pas aimé, c'est vraiment, assez subjectif, mais c'est là même toute la délicatesse et la beauté, n'est-ce pas, de l'éducation. Ensuite, il y a le fait de se sentir culpabilisé, accusé. Enfant, vous étiez tout le temps culpabilisé, accusé, à tort. Après, il y a toujours des injustices, au milieu de la fratrie. On ne peut pas, y échapper. Mais pour votre cas, c'était vraiment récurrent et il n'y a pas eu toujours une phase de compensation. Il n'y a jamais eu, en fait, une phase de réparation par rapport à cela. Donc vous étiez tout le temps, vous vous sentiez tout le temps culpabilisé. On vous culpabilisait très tôt parce que la culpabilité, c'est un sentiment très, 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 très désagréable même en tant qu'adulte, en fait, même lorsque, en tant qu'adulte, on vous fait culpabiliser, vous pouvez même vous énerver, en fait. Vous pouvez même perdre vos moyens. Mais imaginez face à un enfant dont le cerveau n'arrive à maturité qu'à partir de 5, 7 ans. Lorsqu'on culpabilise un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'il peut attraper ce gros morceau qu'est la culpabilité? Ben, ça s'imprime en lui et ça crée des comportements ben, mal adaptatifs par la suite. Ensuite, on a les enfants qui malheureusement ont subi des violences physiques qui ont été battus, qui ont été insultés, la violence à la fois physique et psychologique et verbale, ça reste des violences. Après, je sais que dans certaines cultures, beh, taper les enfants, c'est pas forcément, un mal en soi. C'est à débattre. Pour ma part, pour ma part, si c'est vraiment encadré, il y a pas de mal à battre les enfants. Après, c'est vrai que, ça peut être interdit. Voilà, par exemple, ici en Europe, c'est interdit de lever la main sur les enfants, à savoir c'est pas la raison pour laquelle, l'Europe, prend la direction qu'elle est en train de prendre. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que battre les enfants de façon abusive et ne pas expliquer à l'enfant pourquoi il est puni, parce que ça reste une punition, ça peut être délétère pour lui. Parce que l'enfant ne voit que des sanctions qui tombent sur sa tête et il ne comprend pas en fait. Il y a pas des mots qui sont mis sur des sanctions. Il y a pas de phase de réparation, il y a pas de phase d'explication, non. Ce qu'il reçoit juste, c'est juste une gifle, un coup de pied, un coup de tête, un coup de ceinture et cetera et il y a pas de phase en fait, de réparation, d'acceptation, d'explication. Après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, pour ou contre le fait de donner des sanctions physiques aux enfants. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Donc les enfants également qui sont insultés, il y a les enfants qui malheureusement, subissent en fait, des insultes très graves,
très choquant, en fait. Même moi, en tant qu'adulte, quand j'entends ça, je suis vraiment tétanisée et pourtant, il y a des parents, en fait, qui insultent leur enfant, qui insultent violemment leur enfant. Par exemple, notamment, les filles, vous savez, par exemple, en Afrique, il y a cette crainte-là des grossesses précoces, juvéniles. Donc souvent, pour empêcher les jeunes filles, n'est-ce pas, de s'adonner, à certaines pratiques, à s'adonner à une vie sexuelle active très tôt, on les casse dans leur féminité, on les casse dans leur émancipation personnelle et on leur dit des très gros mots qui brisent, en fait, qui brisent leur estime d'elles-mêmes. Parce qu'on est soit homme, soit femme, malgré toutes les dérives auxquelles on veut nous exposer de nos jours, mais on est soit homme, soit femme. Donc le premier moyen, n'est-ce pas, de monter d'un niveau en estime de soi, c'est déjà de s'accepter, de s'affirmer en tant qu'homme et en tant que femme. Mais une jeune fille très tôt, à qui on dit des gros mots, à qui on dit des propos déplacés, à qui on incite, n'est-ce pas, à ne pas savoir exprimer sa féminité, c'est une jeune fille qui deviendra une femme qui aura des insécurités. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ensuite, j'ai noté le fait d'être isolé, n'est-ce pas, le fait de ne pas avoir de contact physique, de ne pas avoir des enfants avec qui des amis avec qui jouer, le fait de ne pas, avoir des modèles de comparaison et cetera. L'enfant qui est toujours à part dans son coin, qui est toujours en train de jouer avec ses jouets, qui est toujours en train de lire et cetera. Après, il y a des enfants qui naturellement aiment en fait, s'adonner à ce genre de divertissement, de loisirs, mais il faut savoir compenser et faire la part des choses. Un enfant qui est uniquement isolé, qui n'a pas toujours d'amis, qui est toujours dans son coin, c'est pas un enfant qui développera en fait de façon très saine des liens avec autrui. Et vous savez que en tant que personne ambitieuse, connecter aux autres, c'est savoir, c'est un moyen de s'élever déjà personnellement, et cela passe par le fait de savoir se connecter à autrui. Un enfant qui a été comparé aux autres, un enfant qui a subi la compétition avec ses propres frères et sœurs, qui a subi la compétition à outrance avec d'autres camarades de classe et cetera. Ça peut briser quelque chose, en fait. Ça peut briser quelque chose dans l'enfant parce que la comparaison, je suis d'accord, la comparaison, ça peut être un gros moteur pour pousser les gens à la performance, mais ça doit être conçu, en fait, de façon stratégique et saine, parce que la comparaison juste pour comparer, ça peut créer des adultes frustrés qui, toute leur vie, pour se sentir heureux et épanouis, voudront être le premier, la première, voudront être, la meilleure et cetera, se compareront toujours aux autres pour établir des stratégies de vie, alors qu'il faut se comparer à soi-même, en fait, pour, établir des stratégies de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, nous avons le fait d'avoir été moqué, le fait d'avoir été rejeté, le fait d'avoir été négligé. Pour la moquerie, bon, ma nature, c'est que je suis assez sarcastique. Moi, j'aime bien l'humour noir, mais j'ai compris en fait que l'humour noir, c'est vraiment à proposer aux adultes qui ont déjà même la compréhension de cet humour noir-là, mais ce n'est pas forcément à donner en fait comme ça gratuitement aux enfants. Je me souviens, j'étais allée à une exposition, avec des amis et devant nous dans l'accueil, il y avait une famille d'un papa, une maman et 2 enfants. Mais le papa, en fait, je comprenais son humour, en fait. Mais son humour était trop en fait, pour moi, son humour était trop piquant pour l'enfant. En tout cas, le papa discutait avec, l'un des fils, l'un des enfants, l'un des fils et c'était en fait vraiment, heu, c'était une touche de piquant, de moquerie, de sarcasme et cetera. Mais pour moi, ce qu'il offrait, en fait, à son enfant était trop concentré pour, la valorisation de l'enfant. Franchement, la manière dont le papa je me suis permise de juger parce que c'était vraiment trop flagrant et puis de toute façon, il le faisait en public, donc tout le monde avait la possibilité d'apprécier la scène ou pas. Mais pour moi, l'enfant, en fait, n'avait pas à subir ce genre de sarcasme des parents. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui moquent leurs enfants parce que pour eux, c'est simplement rien qu'une moquerie. Pour eux, c'est comme ça que, ils n'ont qu'à subir déjà la moquerie à la maison et après dehors, ils pourront justement, y faire face de façon un peu plus, aisée. Alors que non, en fait, alors que non. Au contraire, c'est à la maison qu'on doit donner assez d'avantages d'amour à l'enfant. C'est à la maison que l'enfant doit être tellement comblé, n'est-ce pas, qu'il saura faire face aux intempéries de la vie du dehors. En tout cas, c'était vraiment une scène qui m'a vraiment touchée. Voir un papa comme ça qui se moque de son fils, et même pas une petite moquerie, non, c'est vraiment qui se moque, qui le dénigre, parce que voilà, c'est de l'humour sarcastique. Non, en fait. L'humour noir, il faut le présenter à des personnes qui, comme vous également, sont adeptes de l'humour noir ou alors avec des personnes qui sont ouverts en fait à recevoir cet humour noir. Parce que souvent, on est tellement guindé dans notre personnalité. Oui, c'est comme ça que je suis, mais en fait, on n'a même pas cette
humilité de se dire que oui, c'est comme ça que je suis certes, mais est-ce que l'autre en face de moi est apte à recevoir cet humour? Est-ce que l'autre en face de moi est apte en fait à comprendre ce que je veux dire sans pour autant la frustrer? Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses niveaux de compréhension et ce n'est pas à nous d'imposer notre style de vie au monde en fait. Heu, ce n'est que mon avis. Donc le fait d'être moqué, le fait d'être rejeté, le fait d'être négligé, la négligence à la fois physique, la négligence à la fois, émotionnelle, des enfants qui ont tout physique, qui ont tout, matériellement, mais qui émotionnellement sont négligés par les parents, qui sont toujours en voyage d'affaires, qui sont toujours, dans des 1000 et un projets, des parents qui ne s'arrêtent jamais pour demander à l'enfant comment il va, passer du temps avec l'enfant, jouer avec l'enfant et cetera. Ça peut être une source de grosses blessures. Du coup, sans transition, on y va. J'aimerais vous présenter maintenant ces phrases-là que les parents souvent prononcent et qui démontrent d'une réelle toxicité, en fait. On y va. Ce genre de phrase: «Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu n'es rien». Je vous assure qu'il y a des parents qui le disent à des enfants. «Sans moi, tu n'es rien». Ben cette phrase, qu'est-ce qu'elle crée en l'enfant? Ça crée un sentiment d'instabilité et de grosse dépendance affective. Parce que répéter sans cesse à un enfant, sans cesse: «Sans moi, tu n'es rien», mais c'est créer une forte dépendance à l'enfant et maintenant lorsque l'enfant grandira et sera exposé au monde et devra comme ça montrer de sa toute-puissance et de sa pleine potentialité, ben l'enfant ne pourra pas. Pourquoi? Parce que inconsciemment est engrammé en lui: «Sans moi, sans papa, sans maman, sans la tante, sans ceci, je ne suis rien». Vous voyez ce que je veux dire? Une autre phrase c'est: «Je suis l'unique personne qui te veut du bien». Des parents qui disent: «C'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi qui t'ai élevé, qui te veux du bien. Les autres là ne te veulent pas du bien». Après ça peut se comprendre, peut-être qu'il peut y avoir des conflits familiaux et cetera. Mais dire ce genre de phrase très tôt à l'enfant, sans mettre un contexte, sans nuancer, ça pousse l'enfant à se couper, en fait, automatiquement du monde. Ça coupe l'enfant à ne pas être ouvert, en fait, aux autres possibilités de la vie. Je suis désolée en tant que papa, maman, vous me direz peut-être que Marissa, tu n'as pas d'enfant, du coup, tu n'as pas le droit de parler. Mais si, j'ai le droit de parler parce que moi aussi j'ai été enfant et puis quelque part, on n'a pas besoin d'être pompier pour savoir éteindre le feu ou bien pour reconnaître qu'une maison est en train de brûler. Voilà. Si vous êtes parent, n'ayez simplement pas l'habitude de répéter ce genre de phrases à l'enfant. Ce n'est vraiment pas sain. Je suis l'unique personne qui te veut du bien. Eh ben, c'est faux. Parce qu'il y a plein de personnes dehors qui voudront du bien à l'enfant, en fait. Il faut juste savoir emmener la chose, savoir expliquer les choses de façon correcte et saine. N'isolez pas vos enfants émotionnellement en disant ce genre de phrases. Ensuite, on a, j'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout sacrifié pour toi. J'ai sacrifié ma carrière pour toi. J'ai sacrifié mes études pour toi. J'ai sacrifié beaucoup d'argent pour t'emmener à l'école, et cetera, et cetera. Et beh, cette phrase-là crée un fort sentiment de culpabilité chez l'enfant qui n'a souvent même pas la capacité d'interpréter cette culpabilité, d'accepter, de digérer cette culpabilité. Et cette phrase également, elle crée quoi? Elle crée un sentiment de redevabilité éternelle. Voilà. J'ai tout sacrifié pour toi, du coup, quand je t'appelle, tu décroches. Quand je te demande de l'argent, tu décroches. Quand je veux ça, tu fais. Parce que quoi? Parce que j'ai tout sacrifié pour toi. Eh bien oui, chers parents, vous avez tout sacrifié pour vos enfants, c'est certain, mais en fait, il ne vous a rien demandé. Et c'est même l'une des premières fonctions, c'est l'un de vos premiers rôles, en fait, que vous devez jouer. Avoir un enfant, ben, c'est faire le sacrifice, c'est faire le pari de tout donner pour lui, en fait. Simplement, on retrouve même encore là la notion de Dieu, le fait de se donner pour sa créature, se donner pour l'enfant. C'est ça être parent. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, tu n'es pas assez, tu n'es pas plus que les parents qui aiment toujours dire ce genre de phrase, tu n'es pas assez, tu n'es pas plus que ceci, tu n'es pas plus belle, tu n'es pas plus intelligente. Ce sont des phrases qui créent des insécurités chez l'enfant. Et des phrases comme tais-toi et écoute-moi, qui poussent l'enfant à se taire, qui poussent l'enfant à se couper de sa propre réflexion, qui coupe l'enfant à se couper de ses émotions pour laisser faire la décision suprême de l'adulte sur lui. Ces enfants-là, en grandissant, ce sont des adultes qui seront simplement en insécurité totale, qui ne sauront pas faire appel à ce qu'ils ressentent d'eux-mêmes, mais qui auront toujours besoin de l'avis de papa, de l'avis de maman, et après, par substitution, auront besoin de l'avis du chéri, de la chérie, de la tante, de l'ami, etc. Des gens, en fait, des adultes qui ne savent jamais faire appel à leur propre ressenti personnel, mais toujours faire appel aux autres. Donc, on a tais-toi, écoute-moi, tu es trop naïf, tu te feras manipuler sans moi dehors. Voilà, ça rejoint un peu je suis l'unique qui te veut du bien, ce genre de phrase-là qui imprime à l'enfant une naïveté éternelle. Voilà, je suis trop naïf, du coup, je ne bouge pas, j'attends que papa décide pour moi, j'attends que maman décide pour moi, j'attends que la tante décide pour moi. Voilà, je suis trop naïf, voilà, je ne bouge pas. Ce genre de phrase qui
casse complètement, les pleines potentialités de l'enfant, c'est simplement toxique, en fait. Ensuite, on a ne bouge pas, ne fais rien, le fait justement d'invalider les capacités de l'enfant à bouger de lui-même, à agir de lui-même, ne pleure pas, tais-toi, tu n'as pas de raison de pleurer. Là encore, c'est une façon d'inhiber les sentiments de l'enfant, de pousser l'enfant malheureusement à se couper de ses émotions. Je suis pleinement consciente que ces phrases-là souvent sont dites dans un élan de colère, de fatigue, etc. Une phrase comme ça sort. Mais souvent, malheureusement, dans certaines familles, et ces phrases-là sont répétées encore et encore. Et souvent même, elles sont conscientisées par le parent qui le dit, en fait. Pourquoi? Bah, peut-être par narcissisme, perversion narcissique, et aussi souvent parce que les parents eux-mêmes, malheureusement, ont subi ce genre d'éducation. Donc, mon but là, c'est pas d'incriminer les parents, mais c'est simplement de mettre en exergue une éducation qui était toxique, en fait. Les parents toxiques, c'est parce que certainement eux-mêmes également ont subi une éducation toxique et simplement conscientiser cela, n'est-ce pas, permet de casser certains liens, de briser certaines chaînes de contamination pour s'épanouir simplement dans la vie. Donc j'avais, «Ne pleure pas, tais-toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est grâce à moi, voilà, c'est un peu comme j'ai tout sacrifié pour toi, tu me le vaux bien, sans moi tu n'es rien». Ce sont pas des phrases comme ça à dire. Je comprends l'intention derrière, mais il y a d'autres manières de faire comprendre à l'enfant que, on s'est sacrifié pour lui, qu'on l'a tellement aimé, on lui a offert le meilleur et cetera. Mais c'est pas par ce genre de phrases, dominatrices et castratrices. Vous comprenez ce que je veux dire? Et enfin, on a la fameuse: «Tu n'arriveras à rien dans la vie». Parce que l'enfant a fait une petite boulette, il a oublié une virgule, il a oublié de mettre, d'accorder le S avec le lait. Voilà, tu n'arriveras à rien dans la vie. On extrapole maintenant, plus de 70 ans, 80 ans de vie, 80 ans de vie, parce que l'enfant a oublié de mettre une virgule lors de la dictée. Au bout d'un moment, il faut qu'on se calme. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de gestion émotionnelle qu'il faut savoir, faire soi-même en tant qu'adulte. Voilà. Maintenant, pour revenir rapidement, pour résumer, un parent qui a pu être toxique, c'est un parent simplement qui était menteur, qui était manipulateur, qui était dominant, vraiment une domination, sans nom. Domination aussi, ça découle la surprotection. Les papas poules, les mamans poules qui ont peur que leur enfant soit livré au monde, du coup, ils les surprotègent. Mais surprotéger un enfant, malheureusement, si l'enfant aussi, on va dire, n'est pas câblé, correctement, sans forcément avoir, un avis péjoratif là-dessus, beh, ça crée une dépendance affective, en fait. Ça crée une dépendance affective et ça pousse l'enfant, n'est-ce pas, à ne pas, en fait, avoir de bons réflexes, en fait, simplement. Du coup, la surprotection, les parents très critiques, très, voilà, minutieux et cetera, qui poussent à la critique, qui critiquent beaucoup l'enfant, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'enfant, sans compenser par, de la valorisation, sans aussi forcément tomber aussi dans, les dissonances cognitives. Tantôt, on dit que l'enfant est intelligente, après on dit qu'elle est bête et elle est conne. Excusez-moi le terme, parce qu'il y a des parents qui font ça. Ça peut créer aussi la dissonance cognitive chez l'enfant. Finalement, je suis bête, oui, je suis conne. Du coup, l'enfant aussi un peu perdu comme ça. Mais il faut juste, en fait, savoir équilibrer les critiques, en fait. Et ne pas forcément aussi utiliser de gros mots face à l'enfant s'il n'est pas apte, en fait, à le comprendre. Donc, on a les parents manipulateurs. Ah, j'ai eu manipulateur 2 fois. Peut-être que j'avais un message à faire passer, bref. Ensuite, les parents démissionnaires, malheureusement, démissionnaires fouillants, démissionnaires parce qu'ils n'ont pas les moyens, démissionnaires parce que ce sont des personnes lâches, démissionnaires parce que ce sont des personnes malades, et cetera. Du coup, des parents démissionnaires, fouillants, qui jouent toujours la victime, qui fouillent, et cetera. Mais ça peut également être des parents toxiques parce que ça envoie quoi comme message à l'enfant? Ça envoie comme message à l'enfant que elle ne peut pas, en tant que petite personne, compter sur autrui. En fait, les premières personnes qui devaient s'occuper d'elle ne l'ont pas fait. Du coup, sur qui je peux compter, en fait? Sur moi-même. Du coup, les parents démissionnaires et fuyants sont des parents qui créent, en fait, des enfants qui sont sur, en fait, en qui on a coupé, le lien de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a les parents violents physiquement et violents verbalement. Voilà ce qu'il en était de la liste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, comment cela se manifeste chez l'enfant, chez l'adulte en fait? Comment reconnaître que vous avez eu certainement, potentiellement, une parentalité toxique ou alors que vous avez eu un parcours de vie assez mouvementé? Bah, simplement, déjà, vous avez peur de vos parents. C'est-à-dire que appeler vos parents pour prendre de leurs nouvelles, c'est pas
c'est pas spontanéité, c'est pas spontané, c'est pas, libre de tout mouvement. Il y a pas de l'envie, il y a pas de la joie. Lorsque vous pensez à vos parents, lorsque vous devez appeler vos parents, donc lorsque vous devez être en contact avec vos parents qui vous ont élevé, c'est pas il y a pas de joie, en fait. C'est de la tristesse, c'est de l'inconfort et cetera. C'est déjà une première piste que certainement, c'était pas forcément, évident comme, relation. Deuxièmement, c'est la peur de l'inconnu et la peur de l'autre. Vous êtes des grands-papas, des grandes mamans, des grandes dames ambitieuses, mais vous avez la peur de l'autre, vous avez la peur du conflit, vous avez la peur de l'inconnu, vous avez la peur d'entamer de nouvelles choses, vous avez la peur de vous présenter au monde tel que vous êtes, vous avez peur des critiques, et cetera. C'est aussi la preuve certainement que, il y a du boulot à faire, dans votre lien, à toute cette notion-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Avoir la peur de l'inconnu, c'est un peu une peur qui est en tout le monde, voilà. Maintenant, si cette peur de l'inconnu vous pousse maintenant à l'inertie totale, c'est qu'il y a des choses, il y a des voix, en fait, qui parlent en vous, qui vous empêchent de passer à l'action. Donc il y a aussi la peur constante, du conflit, voilà, les personnes qui préfèrent se taire, s'effacer pour ne pas avoir des problèmes, ou alors les personnes qui sont dans la confrontation perpétuelle parce qu'elles veulent en découdre toujours. Ce sont des enfants certainement qui ont fait très tôt face, à de la violence, du coup, face à cette violence lorsque c'était petite, elles ont appris à soit la fermer, c'est-à-dire à se taire, à s'effacer pour ne pas chercher des problèmes ou alors vraiment à se battre, en fait. Parce que très tôt, ils ont, en tant qu'enfants, eu f à faire face à de la violence. Le fait de se sentir redevable toujours, sentiment toujours de dépendre, de devoir quelque chose, le fait, n'est-ce pas, d'avoir peur de décevoir, le regard des autres, être dépendant affectif justement, le fait d'avoir une très faible estime de soi-même, un gros manque de confiance en soi, le fait de ne pas savoir poser des limites, de ne pas savoir dire non, n'est-ce pas? Le fait toujours, vous voyez, le fait de toujours obéir, répondre toujours aux besoins d'autrui, mais ne jamais être connecté à ses propres besoins, de ne pas se comprendre, de ne pas s'accepter parce que, on a été coupé malheureusement très tôt de nos propres émotions. Du coup, cette connexion spontanée aux émotions, on ne l'a pas. Le fait d'être soi-même contrôlant et compétitif, voilà, ça peut être un schéma qui a été imprimé en nous parce que, en grandissant, on a grandi dans une famille assez compétitive, assez contrôlante et cetera. Du coup, vous êtes très exigeante envers vous-même en tant que personne, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça peut également découler d'une éducation qui a pu être toxique pour vous. Le fait que vous soyez vous-même une personne manipulatrice, une personne menteuse et manipulatrice, c'est que quelque part, vous avez, conclu, sur votre parcours de vie que c'était important de savoir manipuler, que c'était important de savoir mentir. Mais comment en êtes-vous arrivé là? C'est que forcément, vous avez été exposé à un moment donné à des événements qui vous ont poussé à mentir et à manipuler pour sortir gagnant. Voilà, simplement. Je ne fais pas l'avocat du diable, mais c'est vraiment pour faire comprendre des choses, et comprendre que simplement, il y a pas de mal, en fait. Il faut juste savoir, identifier soi-même ses comportements limitants mal adaptatifs et savoir les corriger. Et par la suite, on a des troubles addictifs, troubles de compensation, c'est-à-dire que, vous compensez beaucoup avec de la nourriture, vous compensez beaucoup avec la sexualité, avec, l'alcool, ce genre de compensation, vous êtes addict, par exemple, au shopping et cetera. C'est qu'en fait, il y a une carence, en fait, en vous, il y a un manque en vous que vous souhaitez combler, n'est-ce pas? Et ça peut venir ou pas de votre éducation qui a pu être toxique. Voilà. Ce qu'il en est de comment reconnaître un adulte, n'est-ce pas, qui a pu avoir, une éducation, toxique. Maintenant, quelle posture adopter Marissa? Il y a plusieurs écoles, par rapport à cela, mais ce qui est certain, c'est que moi je propose, une première posture. La première, une posture à plusieurs démarches. La première démarche, c'est de reconnaître et voir vos parents tels qu'ils ont été. Ils ont été des adultes qui ont fait de leur mieux. Voilà. Si malheureusement vous avez eu des parents qui ont abusé de vous, physiquement, qui vous ont tapé, violenté, qui vous ont cassé, brisé, n'est-ce pas? Si vous avez vécu ce genre d'événement, et ben, c'est quelque chose de fort et de puissant que je vous invite à faire, mais heu, acceptez en fait les parents, que vous avez eus, acceptez les adultes qu'ils ont été et conscientiser le fait qu'ils ont été simplement des adultes qui avaient la responsabilité d'être vos parents et ils ont fait de leur mieux. C'est-à-dire désacraliser vos parents et pardonner à ces personnes qui ont pu vous faire du mal, selon votre,
appréciation personnelle, il faut en fait, leur pardonner et comprendre que ce qu'ils vous ont transmis, eh beh, certainement ils l'ont reçu de quelque part, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a. Du coup, si, ils vous ont transmis une éducation assez violente, toxique, qui vous a brisé, c'est que déjà, soit ils l'ont reçu eux-mêmes, malheureusement, et ils n'ont pas su, déconstruire tout cela, ou alors qu'ils étaient simplement, ignorants. Voilà, ils étaient ignorants que les pratiques qu'ils avaient étaient mauvaises pour leur progéniture. Parce qu'il y a beaucoup, on va dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, n'est-ce pas? Du coup, il faut vraiment, pardonner à vos parents, aller de l'avant et par la suite, apprendre un tant soit peu à être votre propre parent. Apprenez à être la mère que vous avez voulu avoir, apprenez à être le père que vous avez voulu avoir, apprenez à être la grande sœur, la tante que vous avez voulu avoir et et pardonnez, simplement. Pourquoi pardonner? Beh, parce que c'est en pardonnant que vous allez lâcher prise et que vous allez même conscientiser certaines injonctions qu'ils vous ont mis dans la tête, en fait. Désacraliser vos parents, les rendre adultes comme vous, actuellement vous êtes adulte, ça permet de reconnaître qu'ils ont pu faire des erreurs. Parce qu'en tant qu'adulte, on fait tous des erreurs et c'est pas que c'est normal de faire des erreurs, mais c'est humain de faire des erreurs. Du coup, si vous désacralisez vos parents, vous les reconnaissez comme des adultes, en fait, qui ont fait de leur mieux, mais des adultes qui font des erreurs, mais vous pourriez identifier dans votre éducation et dans votre, vie actuelle, ce qui vous plaît et qui ne vous plaît pas, qui vient de cette éducation-là. Maintenant, s'il y a des éléments qui ne vous plaît pas, qui vient de l'éducation que vous avez reçue, mais vous serez en plein droit, n'est-ce pas? Vous vous sentirez davantage libre, bah, de déconstruire tout cela parce que vous saurez que, bah, c'est le résultat d'une éducation qui n'a pas forcément été ce qu'elle aurait dû être, sans pour autant juger vos parents. Parce que moi, je pense que les parents, il faut toujours leur devoir du respect en tant qu'humains et si vous le souhaitez, au-delà du respect, leur pardonner et les aimer également. C'est là la posture à avoir si vous souhaitez, bah, ouvrir les portes, de vos ambitions, savoir, serrer des mains, signer des gros contrats et apporter plus de valeur au monde. Le premier lien, c'est le rapport aux parents. C'en est fini pour moi pour, l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, je suis revenue avec mes slides. Bah, écoutez, c'est comme ça. Qui suis-je? Pour ceux qui pourraient se poser la question, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur toutes les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité, qui freinent vos ambitions et votre réalisation auto-personnelle. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.